Allez, mettons que par exemple, j'ai une poutre ici qui soit tirée avec un effort F. Donc vous savez, hein, par définition, que vous allez obtenir une contrainte de cette manière-là, contrainte qui est égale à la force divisée par la section. Avec la section, bien sûr, ici, la section rabattue de la poutre. Ça, c'est une évidence, il n'y a pas de grosse nouveauté par rapport à ça. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si, plutôt qu'elle ait coupé la poutre de manière droite, comme ceci, hein, je coupe la poutre de manière inclinée. Alors, c'est ce que je vais vous faire. Je vais vous représenter la poutre avec un angle ici, et je vais vous l'incliner. Alors, avec un angle, je sais pas, j'ai qu'à prendre un angle par rapport à la normale, par exemple. C'est ce qui se fait bien. C'est ici, je vous trace la normale, c'est-à-dire la perpendiculaire à la surface. Et je vous place ici un angle θ. Donc cet angle θ, il est appelé à varier. C'est-à-dire plutôt que couper la poutre de manière droite, je vais la couper comme ça. Alors avant de m'énerver et d'aller calculer des contraintes directement, il faut être méthodique hein, quand on fait ça. Déjà, je vais calculer ma surface. C'est-à-dire qu'ici, j'ai ma surface qui est bien droite de ma poutre. Et grâce à ça, j'ai trouvé ma contrainte normale, grâce à l'effort qu'il y avait sur la surface et la valeur de la surface. Moi, quand je coupe de manière inclinée, bah, ma surface, elle grandit un petit peu, effectivement, hein, comme mon truc est de travers, ma surface est un petit peu plus grande. Donc ce que je vais faire, c'est que ma surface initiale, je vais l'appeler S0. On met 0 comme initiale, comme la première, quoi. Alors on commence à compter à 0, allez savoir pourquoi, j'en sais rien, mais c'est pas moi qui ai inventé ça, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on fait assez souvent, mes cas. Et puis moi, j'ai recopié sur mes profs de quand j'ai appris à l'époque. Et donc ma surface réelle, ici, c'est-à-dire celle qu'il va y avoir là, je sais pas, je vais l'appeler la surface finale, par exemple, SF, surface finale, et cette surface finale, elle s'est mise à augmenter. Donc si jamais je vous représente la poutre un petit peu, décidément, je ne sais pas dessiner aujourd'hui, un petit peu dessiné en perspective, hein, en augmentant peut-être un poil, en exagérant un peu mon angle, et bien là voilà ma surface SF, hein, un petit peu de travers comme ça. Ok. Par rapport à ma surface S0 ici, qui aurait été prise bien droite. Alors, quelle est la relation entre SF et S0? Eh bien déjà, première chose, je sais que la profondeur, je vais l'appeler B, la profondeur, hein, des deux surfaces est identique. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? C'est que la hauteur, je vous ai tous du mal de vous connecter, bon, c'est pas grave, je vais continuer. La hauteur de la surface, ici, ça vous donne donc que S0 est égal à B multiplié par H. Ici, vous avez la hauteur qui se retrouve ici, pour le SF, et en fait, la hauteur, c'est pas cette longueur qui nous manque. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est connaître cette longueur, ici, L. Et si je connais cette longueur, vous savez que SF est égal à B, multiplié par L. Il va de soi que L a une relation entre l'angle θ, mis précédemment, et ma hauteur H. Donc quand je coupe de manière inclinée, ma surface est plus grande. Alors, comment est-ce que je vais faire pour faire ça? Eh bien, je vais redessiner un petit triangle rectangle, qui est celui-là en réalité, hein. Je remets l'angle droit, je retrouve la hauteur H ici, la longueur L inconnue, et l'angle θ se retrouve ici. Pas du tout. L'angle θ, désolé, se retrouve ici. Bien essayé, monsieur Bruyère. Comment vous faites pour vous en convaincre, contrairement à ce que j'ai fait? Imaginez que θ est égal à 0, tout d'un coup la surface, elle se remet à être bien droite comme ça. Donc si θ égale à 0, la surface, elle se met à être bien droite comme ça. Ok, bah moi ce que j'aimerais c'est connaître L en fonction de H et de θ. Vous voyez que L c'est l'hypoténuse de mon triangle rectangle et que H c'est le cosinus. Vous savez donc que H est égal à L multiplié par le cosinus θ. Moi ce qui m'intéresse c'est la valeur de L. L est égal à H divisé par le cosinus de θ. Ce qui me permet donc de dire que ma surface finale est égale à B, la profondeur, multipliée par H divisé par le cosinus de θ.
Vous savez que B fois H, c'est ma surface initiale, S0. Donc vous savez que la surface finale, c'est la surface initiale divisé par le cos de θ. Alors il y en a beaucoup des démonstrations comme ça pour arriver au cercle de mort. Je vais vous faire que les premières, juste pour vous montrer d'où ça vient, et puis je m'arrêterai là, ça va devenir vite lourd. En plus, c'est juste pour jouer avec de la trigo, finalement, c'est pas très intéressant. Bon, une fois que j'ai trouvé ça, donc j'ai trouvé ma section qui est inclinée, c'est cool. Maintenant, ce qui serait pas mal, c'est que sur cette section inclinée, je connaisse les efforts qui vont s'appliquer dessus. Alors, j'ai changé de couleur, je sais pas, j'aimerais bien connaître cet effort ici. Alors, je vais pas l'appeler F, parce que j'ai déjà un F précédemment, je vais l'appeler Fn, comme l'effort normal, moi j'aimerais bien le connaître. Et puis j'aimerais bien aussi connaître l'effort de cisaillement qu'il va y avoir, ou l'effort tranchant, c'est-à-dire parallèle à ma surface. À quoi ils sont égales Fn et Ft? Eh bien, je sais que ce Fn et ce Ft, si je les additionne, ils doivent, enfin, si je fais une addition vectorielle, c'est-à-dire si je mets les deux flèches bout à bout, ça doit être égal à F. C'est mon effort extérieur. Donc si je représente, je vais représenter ça en dessous, pour que ce soit un petit peu plus clair. Je représente que mon effort F, qui est comme ceci. Je vous ai dit que moi j'avais un effort Fn qui allait être comme ceci, et que quand je vais lui mettre un effort Ft perpendiculairement au bout, vous alliez faire la somme de Fn plus Ft est égale à l'effort F. Vous avez l'angle θ qui se retrouve en votre effort F ici horizontal et l'effort Fn. L'angle θ se retrouve à cet endroit-là. Et grâce à ça, vous pouvez déterminer la valeur de Fn et la valeur de Ft en fonction de F. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Vous savez que Fn est égal à F, l'hypoténuse, multiplié par le cosinus de θ, côté adjacent. Vous savez que l'effort tangentiel ici, perpendiculaire parallèle à la surface, pardon, c'est le côté opposé à l'angle. Donc ça va être égal à F multiplié par sinus θ. Comme on vous disait en méca, quand même, votre trigo, faut bien la maîtriser parce que sinon on en a tout le temps besoin. Cool, j'ai trouvé. Quand je coupe la poutre de manière de travers, comme ceci, les valeurs des efforts qu'il va y avoir sur la poutre et la valeur de la surface. L'effort normal va générer une contrainte normale et l'effort tangentiel va générer une contrainte tangentielle. Allez, je vous redessine tout ça tout de suite. J'ai ma poutre qui est inclinée comme ceci, qui est coupée inclinée. Eh bien, je vais avoir de la contrainte normale, donc que je vais appeler sigma allez, 1 par exemple, comme pour dans la surface inclinée. Et je vais avoir de la contrainte de cisaillement que je vais appeler taux 1. Sigma 1, c'est égal à mon effort normal, comme ça, selon le même axe, divisé par la surface, c'est-à-dire la surface inclinée. Taux 1 est égal à mon effort tangentiel divisé par cette surface inclinée. Allez, si je développe un tout petit peu ces calculs, Fn c'est F cos θ, ISF c'est égal à S0 sur cos θ. Donc ça me fait S0 divisé par cos θ. Donc le cos θ, je le mets en haut, ça me fait du cos carré θ. Mon Ft c'est F multiplié par sinus θ, divisé par SF, c'est-à-dire S0 sur cos θ. Le cos θ, je le mets en haut. Je passe une page suivante. Et c'est ça qui m'intéresse. Je me rends compte que dans une section inclinée, la contrainte normale est égale à l'effort de traction que vous aviez, cosinus carré θ, divisé par la surface initiale. Et la contrainte de cisaillement qu'il va y avoir dans cette surface inclinée est égale à F multiplié par cos θ sin θ divisé par S0. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder un petit peu l'évolution de ces grandeurs-là, l'évolution de la grandeur sigma et tau en fonction de l'angle θ. Comme f et f0, ça, c'est pas appelé à varier. Donc déjà, qu'est-ce que je peux savoir? C'est que θ, pardon, cos θ, ou cos θ d'ailleurs, au carré, il est égal à 0 si θ est égal à 90 degrés.
Ok, vous prenez un θ de 90 degrés, cosinus de 90 degrés, eh bien ça fait 0, donc 0 carré, ça fait 0, ça c'est tout con. Ensuite, qu'est-ce que vous savez d'autre? C'est que cos θ multiplié par sinus θ, c'est-à-dire ce terme-là, hein, il va être égal à 0 si θ est égal à 0 degré, par exemple. Pourquoi? Sinus 0 degré, ça fait 0. 0 fois cos 0 degré, c'est-à-dire 1. 0 fois 1, ça fait 0. Et θ est égal à 90 degrés. Effectivement, cosinus de 90 degrés, ça fait 0. Sinus de 90 degrés, ça fait 1. 0 fois 1, ça fait 0. Ok, donc là, il y a deux valeurs, ça va se mettre à varier. Et en fait, cette valeur-là, elle a un maximal, cos θ fois sin θ, est maximal si θ est égal à 45 degrés. D'ailleurs, pour 45 degrés, cos θ et sin θ, c'est un cas particulier, sont égaux l'un à l'autre. Et vous savez, ça fait racine de 2 sur 2. 0,707. Donc, si pour 45 degrés, cos θ est égal à sin θ, ça me fait quoi comme valeur d'ailleurs? Donc ça me fait racine de 2 sur 2, multiplié par racine de 2 sur 2. Donc ça me fait racine de 2 sur 2 au carré. Donc ça me fait le 2 qui disparaît, divisé par 2 fois 2, 4. Ça me fait 1 demi. C'est ça qui est intéressant. Alors, ça va me dire quoi? Pourquoi j'ai fait cette espèce de petite étude un peu mathématique, là, c'est plus trop de la méca. Pourquoi j'ai fait cette petite parenthèse-là? Eh bien, tout ça pour nous dire que la contrainte, ici, elle va se mettre à varier. Elle va avoir la contrainte normale, un maximal, quand l'angle θ est égal à 0, et elle va être nulle quand l'angle θ est égal à 90 degrés. Donc la contrainte normale, elle va se mettre à diminuer au fur et à mesure que vous allez incliner votre surface. Par contre, elle va se mettre à augmenter au niveau du cisaillement pour obtenir une valeur maximale pour un angle de 45 degrés quand il y aura du cisaillement dans la poutre. Et ensuite, elle va se mettre à redescendre la contrainte de cisaillement. D'ailleurs, il n'y aura même plus de contrainte normale ni de contrainte de cisaillement, mais bon, ça c'est théorique, hein, parce qu'on ne connaît pas la longueur de la poutre. Ça sous-entend que la poutre est infiniment longue, hein, c'est ça qui est un peu bizarre hein, dans cette étude. Bon, ma poutre n'est pas infiniment longue, donc il y a une petite parenthèse qui est un petit truc qui est une hypothèse qui est un peu mal faite hein, dans cette démonstration-là, mais c'est pas la mienne, hein, c'est la démonstration que tout le monde fait. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que les contraintes, elles vont évoluer. Et donc la contrainte de cisaillement, on va obtenir un maximal, hein, elle va se mettre à augmenter pour cet angle de 45 degrés. Alors maintenant, si je me mets dans un cube de matière, et qu'en fait sur ma surface, il n'y a pas que de la contrainte comme ça, il y a plein de contraintes. Mettons que je prenne un cube de matière infiniment petit, hein, comme j'avais fait la démonstration tout à l'heure, et que dans ce cube de matière infiniment petit, je lui applique de la contrainte normale, par exemple sur l'axe des x, hein, donc bien sûr le même de l'autre côté de l'égalité, sinon mon cube n'est pas en équilibre statique, et moi je fais de l'RDM sur un système qui est statique, c'est-à-dire je le sollicite, il se déforme certes, mais une fois qu'il s'est déformé, il ne bouge plus. Ensuite, je vais mettre une contrainte, je peux aussi mettre une contrainte ici, biaxiale, sur de la traction biaxiale, une contrainte normale sur l'axe Y, c'est possible aussi. Et je peux aussi mettre du cisaillement sur mes différentes faces. Je peux mettre un taux de cisaillement ici. Donc si j'en mets un ici, eh bien, il faut qu'il y ait son copain de l'autre côté qui fasse la même grandeur, bien entendu. Et si je cisaille les deux faces comme ça, elles vont se mettre à tourner. Donc pour les empêcher de tourner, il faut que je mette aussi un cisaillement comme ceci. Si j'en mets qu'un en haut, ça empêchera de tourner à cause de lui, mais ça se translatera. Donc il faut que j'en mette un en bas. Voici un équilibre statique au niveau donc, des contraintes de cisaillement. Je vous passe les repères hein, qu'on met habituellement, je trouve que ça alourdit. Bon, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, il faudrait que je refasse exactement la même étude que je viens de vous faire ici, pour sigma x, pour sigma y, pour tau. Il faudrait que je recommence à chaque fois, en fait, dans une section inclinée,
pour lui, pour lui, pour lui, et ensuite que j'additionne en fait tout ça. Et en fait, l'addition de ces différentes contraintes, c'est-à-dire la contrainte finalement réelle que je vais trouver ici, qui va être générée et par du sigma x, et par du sigma y, et par du taux, la contrainte de cisaillement qui va y avoir dans la surface, qui va être générée par du sigma x, par du sigma y, et par du taux, ça va me donner une espèce de grande formule à rallonge avec plein de trigonométrie, et c'est cette espèce de grande formule à rallonge qu'on va pouvoir utiliser pour faire l'étude justement au cercle de Moore. Donc je vais juste vous montrer le cercle de Moore tout simple. Donc une fois qu'on a fait cette grande étude avec plein de sinus, de cosinus, il y a plein de manipulations de trigo, vous voyez, ça devient vite long, vite costaud, donc on vient vite avec des équations un peu longues. Finalement, c'est pas très compliqué, c'est surtout que c'est agaçant, parce que c'est long et qu'on a vite fait de se planter dessus. Eh bien, on va pouvoir donc faire un cercle de Moore. Et par contre, le cercle de Moore, c'est un outil qui a été inventé par cet ingénieur allemand, 19e siècle, justement parce qu'il est super pratique. Il va éviter de faire toutes ces petites études de trigo, etc., parce que lui, il les a déjà fait, et il a prouvé que ça allait se comporter de cette manière-là, et c'est ça qui est super cool. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand est-ce qu'on va avoir un cisaillement qui est maximal, et quand est-ce qu'on va avoir une contrainte qui est maximale. Donc il nous propose de faire une sorte de graphique comme ceci. Il va mettre la contrainte normale et le cisaillement de cette manière-là. Ok, il va repérer donc un point nul à cet endroit-là. Et il nous propose de mettre l'état de contrainte dans la matière et de la représenter sous la forme d'un cercle. Alors, ce qu'il nous dit, il nous dit si par exemple je connais sigma x et que je connais par exemple sigma y dans ma poutre, eh bien, il nous propose de placer sigma x et sigma y. Si je connais le taux aussi, le cisaillement, il nous propose aussi de placer le taux ici dans une sorte de graphique ici. Et grâce à ce graphique-là, on sera capable de savoir sur quelle inclinaison de surface, en fonction des valeurs sigma x, sigma y et taux, on aura des contraintes de cisaillement maximales. Et c'est ça qui est cool. Alors, ce qu'il nous propose, bon, déjà, il vous propose de prendre les faces en fait séparément. Et deux par deux. Donc, on va prendre cette face-là, par exemple, et on va prendre cette face-là. Bon, ça ne sert à rien de prendre les deux autres parce qu'elles sont absolument équivalentes. Allez, je vais commencer par cette première face. Ok. Donc, cette première face, ici, il vous demande de placer sigma x. Donc vous mettez sur l'abscisse ici, et puis vous placez votre valeur sigma x. Elle fait je ne sais pas combien de mégapascal. Et après, il vous dit, j'ai du taux ici, j'ai du cisaillement. Bon, il me faudra un repère pour bien faire, pour savoir s'il est positif ou négatif ce cisaillement. Alors si mon repère, si ça c'est mon axe des x, et ça c'est mon axe des y qui va vers le haut, donc ce cisaillement est positif en théorie. Donc s'il est positif, regardez, j'ai mis mon taux vers le bas, bon ça c'est son graphique. Et ensuite, qu'est-ce qui est fait? Vous placez votre taux. Ok. Et ça vous donne un point. C'est ça qui est important. C'est que vous avez avancé de sigma x sur cette face, vous êtes décalé au niveau de l'ordonnée pendant de la contrainte de cisaillement, et ça vous donne un premier point important. Et ensuite, on va faire la même chose pour la deuxième face ici, que l'on va avoir. Ça a du mal à entrer sur la caméra. Alors, la deuxième façon là, ici, donc je vais me déplacer. Je vais trouver sigma y, alors il pourrait être plus grand que sigma x, j'en sais rien, moi je le mets plus petit en mégapascal. Et ensuite, regardez, j'ai un taux, j'ai un cisaillement qui vient apparaître. Alors, le cisaillement que vous allez mettre, vous allez le mettre, du coup, lui, par contre, de signe négatif par rapport au précédent. Donc, vous allez vous décaler de la valeur du cisaillement. Ok, vous mettez de valeur négative. Et moi, c'est ces deux points qui m'intéressent. Ok. Quand vous avez trouvé ces deux points, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher le centre entre ces deux trucs-là. Vous allez chercher ce point-là. Ça va être le centre d'un cercle. Ce centre-là, il est égal à quoi? Eh bien, ce centre, il est égal à, c'est simple, sigma x plus sigma y divisé par 2. C'est du bon sens. Et ensuite, on va tracer, alors, toutes ces constructions graphiques, elles sont sous-entendues par la démonstration précédente et le développement de toutes les équations de trigonométrie. Et ensuite, on sort un compas, et on va venir tracer un cercle qui passe par les deux points pour lesquels vous connaissez les valeurs des contraintes. Je ne sais pas, par exemple, vous avez trouvé sur une face qu'il y a de la traction, sur l'autre face qu'il y a du cisaillement, pardon, qu'il y a de la flexion, traction, flexion, et puis en plus il y a du cisaillement sur les deux faces, tac tac, ça vous permet de vous placer. Qu'est-ce que vous allez mettre?
vous allez pouvoir ici déjà déterminer la valeur de la contrainte réelle dans la poutre, c'est-à-dire c'est la valeur du cercle, du rayon du cercle. Bah, ça va être la racine carrée de tout ça. Et ensuite, vous, pardon, la valeur du rayon, excusez-moi, je passe. Et donc, vous allez placer ici, et ça, c'est quand votre section est droite, ici. C'est-à-dire quand vous avez votre poutre qui est bien droite, comme ça. Avec votre θ égale à 0 degré, en réalité. Et vous voyez que, à ces endroits-là, votre cercle va décrire, en fait, en réalité, l'état de contrainte qu'il y a dans la matière. Quand vous allez trouver ce point-là, en ce point-là, vous regardez, si vous êtes sur le cercle, il n'y a pas de contrainte de cisaillement, il n'y a que de la contrainte normale. Ok. Ce point-là, il est situé par rapport à votre section d'un angle 2 fois θ. Ok. Suffit de mesurer, une fois que vous avez fait le cercle, cet angle, ou de faire de la trigo après, parce qu'une fois que vous savez que vous avez fait le cercle graphique, c'est facile ensuite de déterminer la hauteur, etc. Vous êtes capable de trouver cette valeur de θ, et vous savez que pour une inclinaison de 2θ, mettons que ça fasse, je sais pas, 45 degrés de θ, ça veut dire pour un angle, pour une surface qui serait inclinée, par exemple, c'est un exemple, c'est-à-dire pour une surface qui ne serait pas inclinée à 45 degrés, mais qui serait inclinée comme ceci, à 22,5 degrés, eh bien vous savez que dans cette surface-là inclinée, il n'y aura que de la contrainte normale, il n'y aura pas de la contrainte de cisaillement. Et cette contrainte normale, elle sera maximale, comme vous pouvez le voir, et elle aura quoi comme valeur? Eh bien vous êtes capable de le déterminer. Regardez la valeur, c'est égal au rayon du centre du cercle, c'est-à-dire sigma x plus sigma y, le tout divisé par 2, plus le rayon du cercle. C'est-à-dire que cette contrainte maximale dans la matière, donc c'est un endroit où on risque d'avoir de la rupture, hein, et elle est principale parce qu'il n'y a pas de cisaillement, est égale à sigma x plus sigma y divisé par 2 plus le rayon de mon cercle. Et le rayon du cercle, eh bien, c'est le théorème de Pythagore sur lequel ma langue est un peu fourchée tout à l'heure. Regardez le rayon du cercle, à quoi c'est égal? Eh bien, c'est égal à sigma x plus sigma y au carré, c'est-à-dire cette distance-là, pardon, sigma x plus sigma y sur 2 plus cette distance, pardon, sigma x plus sigma y sur 2, j'ai du mal, auquel je vais retrancher, que je vais retrancher à cette distance, ça me donnera ça, ok. Donc ça, je vais l'appeler par exemple petit b, et je vais pouvoir lui ajouter taux, en élevant ça au carré plus ce taux au carré, ça va me donner le rayon du cercle. Bon bref, tout ceci est à développer, ça va donc me donner racine carrée de b carré plus taux carré, et enfin b, à quoi il est égal? Eh bien, comme je vous ai dit, hein, sigma x moins sigma x plus sigma y sur 2. Bon, vous mettez tout ceci dans tout cela, et vous pouvez trouver la valeur de la contrainte max. Bon, ça, c'est si vous aimez les équations, hein. Si vous n'aimez pas les équations, il suffit de tracer un cercle, de mesurer l'angle, de mesurer la valeur, tout simplement en respectant une bonne échelle, hein. Et c'est ça qui est cool dans le cercle de mort, et vous n'avez aucune équation à faire. Autre chose intéressante, vous pouvez aussi trouver l'endroit où la surface, par exemple, soit en ce point-là, soit en ce point-là, ça revient au même. Vous pouvez trouver l'inclinaison ici, bah, c'est pareil, hein. Je vais mesurer un angle, attends, ça sera la même chose, ça sera l'angle 2 fois θ, du coup, avec une inclinaison de l'autre côté par rapport à mon truc, hein. Et bien avec cet angle de θ, ça sera l'endroit où la contrainte de cisaillement sera maximale dans la poutre. Ok. Donc, c'est-à-dire que si jamais je trouve un angle de θ de 45 degrés, bah, ça me ferait 22,5 de l'autre côté, hein. Ça me ferait comme si ma surface, cette fois-ci, elle était inclinée de 22,5 degrés comme ça, hein, si 2θ est égal à 45 degrés. Voilà. Et que à cet endroit-là, bah, il y a quand même, hein, ce que vous pouvez voir pour 2θ, il y a quand même de la valeur de la contrainte normale, il y a quand même de la contrainte normale, mais surtout, la contrainte de cisaillement ici est maximale. C'est un point aussi qui peut être intéressant à étudier. Ensuite, une fois que vous l'avez calculé, vous mettez les deux valeurs là
dans un critère de 13K et vous pouvez vérifier si ça résiste ou si ça ne résiste pas. OK pour la construction du cercle de mort? Disons que ça vous permet d'aller un petit peu plus loin, de simplement faire la superposition qu'on a fait, jusqu'à présent, en RDM. Ça permet vraiment d'aller considérer, la matière dans son état plus général et pas se contenter d'étudier comment ça se passe dans une section droite, parce que des fois, justement, la matière, elle se met à casser de travers et nous, on avait prédit, par exemple, que ça allait résister, mais parce qu'on s'était contenté d'étudier, la résistance d'une section droite. Or, la rupture, elle apparaît dans une section qui est inclinée. C'est un petit peu ça l'idée du cercle de mort. Allez, juste pour terminer, sur, cet exemple du cercle de mort, je vais essayer de vous faire un cercle de mort, tout simple. Par exemple, je vais revenir à mon cas de base, qui était, ce cas-là de ma poutre, tirée. Et je vous avais dit, pour une poutre tirée, la rupture elle va intervenir peut-être plutôt à 45°, parce que c'est là où on a le cisaillement maximal. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de regarder avec un cercle de mort. Donc moi je vais étudier mon cas de traction. Mettons que par exemple, j'ai fait le calcul et j'ai trouvé une contrainte dans ma section droite qui est égale à 50 mégapascal. Ok, et je vais essayer de faire l'étude justement avec un cercle de mort de cet état de contrainte-là. Donc je trace mon diagramme classique du cercle de mort, et je sais que dans ma section droite, j'ai que de la contrainte normale sigma, je n'ai pas de contrainte tau. Donc dans ma section droite, c'est-à-dire pour θ est égal à 0 degré, j'ai sigma qui est égal à 50 MPa et tau qui est égal à 0 MPa. Je sais que l'autre face n'est pas sollicitée, donc comme l'autre face n'est pas sollicitée, je sais que de l'autre côté, j'ai sigma qui est égal à tau qui est égal à 0 mégapascal. Ok, parce que j'ai une contrainte qui est uniaxiale et qui n'est pas biaxiale. Allez, donc je vais essayer de placer ce premier point, sigma 50 mégapascal et tau égal à 0 mégapascal. Alors ce que je vais faire, je vais tracer avec un cercle par exemple. Je vais essayer de me mettre à l'échelle, donc 50 mégapascal pour 1 cm, ça me fait là. Ok, pour mon sigma, il n'y a pas de taux, donc mon point est ici. Mon cercle va donc passer par ce point-là. Ensuite, au niveau de l'autre face, j'ai sigma qui est égal à tau, qui est égal à 0 mégapascal, donc sur mon échelle, ça me fait un autre point qui va être ici, donc 0 MPa. Grâce à ça, je peux trouver le centre de mon cercle. Et bien le centre de mon cercle, il est au milieu de ces deux points, et est donc à 25 mégapascal. Ça, c'est le centre de mon cercle, et je peux donc maintenant tracer mon cercle de manière un peu approximative. Ça va donner ça hein, comme cercle. Comme j'ai des valeurs simples, finalement, ce tracé graphique, j'ai pas besoin de m'appuyer sur les valeurs, je peux juste m'en inspirer. Alors je vais localiser des points intéressants, c'est ceux-là. Et en fait, dans ces points-là, ma contrainte taux sera maximale. Hein, c'est bien là où la contrainte c'est à taux max. À quoi c'est égal? C'est égal à mon rayon du cercle, c'est-à-dire le rayon du cercle mesure 25 mégapascal. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc je trouve une contrainte maximale de cisaillement de 25 mégapascal. Dans une phase qui est, je localise le rayon. Là, je localise le rayon de mon premier point, celui-là. Ce premier point, j'avais dit que j'étais pour θ égale à 0 degré. Donc là, je suis à θ égale à 0 degré. Et la question, c'est à quoi égale à θ? Eh bien, je mesure cet angle-là. Cet angle, je sais que c'est 2θ. Je sais que je suis à 90 degrés. Donc ça veut dire que cette face est inclinée à 45 degrés. J'ai la même de l'autre côté, hein, inclinée à 45 degrés dans l'autre sens. Donc je sais que pour une face inclinée à 45 degrés, ou moins 45 degrés, ça reviendra au même, le cisaillement sera maximum, et mon état de contrainte dans la matière, pour cette face-là, ça sera la contrainte qui est égale à 25 mégapascal, et le cisaillement qui sera maximal, qui sera aussi égal à 25 mégapascal. Vous voyez, hein, contrairement aux 50 de tout à l'heure, j'ai 25 et 25. Et là, ça peut être intéressant, justement, pour conclure, d'appliquer un critère de 13K ou von Mises, par exemple. Allez, je vais faire un 13K, parce que je l'aime bien. Donc je vais faire pour une section
θ est égal à 0 degré. Eh bien, c'est même pas du 13K, hein, c'est de la contrainte classique. Je sais que 50 mégapascal doit être inférieur ou égal à RE sur S. Ça, c'est un critère de résistance général, il ne dépend même pas de 13K. Par contre, dans ce cas-là, pour mon θ est égal à 45 degrés, dans le cas où j'ai le cisaillement max, quelle allure prend le critère de 13K? Eh bien, la contrainte de 13K, ça sera la racine carrée de 25 au carré, plus 4 fois 25, le taux, au carré. Et ça doit être inférieur ou égal à RE divisé par S. Ce terme-là fait donc environ 56 mégapascales. Donc quand on faisait un essai de traction, habituellement, ce qu'on avait fait pour la traction simple, on s'était contenté de faire cette étude-là, simplement de vérifier que la poutre résistait bien par rapport à l'erreur en traction. Or en réalité, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement la contrainte équivalente dans le matériau est un peu supérieure. Elle ne fait pas directement mes 50, que j'avais trouvé dans la section droite, mais dans une section inclinée, la contrainte équivalente de 13K fait 56 mégapascales. Ce sera un petit peu plus faible si j'appliquais le critère de Mises. Ça sera un 3 ici plutôt qu'un 4. Mais quoi qu'il en soit, elle sera un petit peu plus élevée de toute manière. C'est pour ça que la rupture va plutôt subir apparaître un angle de 45 degrés. Alors du coup, est-ce que ça veut dire, juste en conclusion de cette vidéo un peu longue, est-ce que ça veut dire que ce qu'on a fait ici, quand on faisait de la traction habituellement, sigma est égal à F sur S, et ensuite on faisait la comparaison comme ça, est-ce que ça veut dire que c'est faux, qu'on fait une grosse erreur quand on fait ça? Eh bien non, ça ne veut pas dire que c'est faux. Pourquoi? Parce que cette valeur de RE, elle est déterminée en faisant un essai de traction. Et dans l'essai de traction, justement, la rupture, elle se produit peut-être pas comme ça, mais elle se produit peut-être à 45 degrés, en fonction du matériau. Donc en fait, dans la valeur que l'on a retirée de cet essai de traction, dans la valeur de RE que l'on a récupérée de l'essai de traction, en réalité, c'est pas la valeur de RE quand on a une rupture en section droite, mais on tient déjà en compte le fait que la section est inclinée. C'est pour ça que, d'une manière générale, on s'arrête là et on considère que c'est bien suffisant pour nos vérifications de résistance. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça n'aura pas été trop long et trop compliqué.